Les vrais humoristes, c'est pas des gens très drôles, hein. On n'arrive jamais par hasard dans ce métier. On arrive parce qu'on veut remplir un vide qui se remplira jamais d'ailleurs. Mais ça n'arrive pas juste parce qu'on a envie d'être riche et célèbre. Je vais voir un artiste, j'ai envie de rêver. J'ai envie de pouvoir imaginer que c'est plus lui et c'est quelqu'un d'autre. Je suis chef d'entreprise, hein. Je peux pas dire Patrick, c'est pas bien ce que t'as fait, parce que Patrick il ricane. Je suis Marie-Pierre Fontanas, Mappy pour ceux qui sont sur Mythique. Lac de glace. Non, je peux le retrouver tout de suite, la voix de Lac de glace. Le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est ah, je t'ai complètement oublié que c'était toi, ouais. Être dans des personnages, pour moi, c'est super facile. Alors que être enfin soi-même, c'est ça qui me fait peur. Et qu'est-ce qui fait que malgré ces doutes, ou est-ce que je vais être assez bon à la hauteur, est-ce que ça va marcher, c'est quoi ton moteur, toi, depuis le début, qui te pousse à continuer? Le plaisir de partager, ça c'est génial. Ça m'a beaucoup touché, j'ai vu des extraits du documentaire que t'as fait sur ton papa. Ça a été quoi qui était le plus challengeant dans le fait qu'il ait Alzheimer et de perdre ton papa? Moi, ça a provoqué une certaine colère chez moi. Tu veux pas que ton père devienne ton enfant. Tout d'un coup, tout va s'écrouler dans ta tête. J'étais en Belgique, à Liège, et ma sœur me dit les infirmières me disent que papa veut te voir avant de mourir. Je me dépêche, je prends ma voiture, je fonce, je le vois étendu sur son lit, respirant fort. J'essaye de lui parler, de lui dire que je l'aime. Et je vais voir les infirmières et je leur dis mais il réagit pas du tout à ma présence. Comment vous pouvez savoir qu'il m'attend? Et elles m'ont dit, croyez-moi, il vous attendait. Et le lendemain, il était mort. Et toi, ton rapport à ta propre mort, c'est quelque chose que ça a influencé ou... Salut Ellie. Salut. Je suis très content en tout cas de te recevoir. C'est vrai, vraiment? Qu'est-ce que tu ressens à l'idée de me recevoir? Alors, tu veux que je te dise? Ah bah oui, parfaitement. On m'a dit, tu verras peut-être Ellie va te tester en début d'interview. Qui t'a dit ça? Ah, ça je peux pas te dire. Et donc du coup je me suis conditionné à me dire peu importe ce qui se passe c'est cool. Et tu m'as un petit peu testé avant de démarrer. Tester, c'est pas du test en fait, c'est marrant, c'est parce que j'en ai parlé dans une autre interview que j'ai faite il y a pas longtemps, un podcast. Et c'est vrai que souvent les humoristes, les gens comme moi, ils aiment bien prendre le pouvoir. C'est parce qu'ils sont pas très à l'aise, un peu timides. Donc prendre le pouvoir, ça veut dire... repérer un détail, par exemple, j'ai repéré que tu disais beaucoup du coup. Alors toi, tu penses que c'est faux. Non, mais tu me crois pas. Si, bien sûr que je te dis que c'est vrai, c'est la vérité. Donc les gens qui disent du coup, par exemple... Si, je te crois, c'est juste que je te charriais en disant que c'est ça, voilà. Mais tu vois, par exemple, c'est marrant, j'étais dans ma bagnole et j'étais en train d'imaginer une petite vidéo où je disais tout ce que j'aimais pas. Par exemple, j'aime pas... Parce que j'ai entendu ça à la radio tout à l'heure. J'aime pas les gens qui disent du coup à chaque phrase, mais qui s'en rendent pas compte. Les gens qui disent mon quartier, c'est un vrai petit village. Tu sais, tous ces lieux communs où les gens qui disent t'es une belle personne. Tous ces clichés que je considère être comme des clichés. Je suis très attentif à tous les détails, mais comme mes amis que tu as reçus, Franck et Gad, on scanne tout. Et c'est presque un défaut, ça peut être une qualité, mais c'est une forme de protection. Et donc, si par exemple... Tu vois, là, t'as failli dire du coup, mais t'as dit et donc. En fait, tu t'es contrôlé. Et justement, et donc le fait de pouvoir, par exemple, noter que je dise du coup, c'est une manière, vu que moi après je vais être un petit peu déstabilisé, que toi du coup... te déstabiliser? Non, je suis pas aussi vicieux que ça. Non, et pas dans le sens aussi vicieux, mais dans le sens que toi, derrière, vu que moi après je suis un petit peu déstabilisé, toi t'es cool, c'est dans ce sens-là? Ah non, pas du tout. Non, justement, je me répète, je ne suis pas aussi vicieux que ça. Okay. Je fais pas ça exprès pour déstabiliser la personne en face de moi. Okay. Je suis pas vicieux. C'est juste, c'est un truc que je remarque. Et je peux pas m'empêcher de le dire. Et tu disais que les artistes, il y a un peu alors, je sais pas le mot que tu as employé, mais un peu ce côté muraille, une protection. Oui, bien sûr. Parce que derrière, il y a beaucoup de sensibilité. Oui, il y a de la fragilité, il y a un manque de confiance en soi. Et il y a surtout, et ça c'est le plus important, c'est une forme de contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, on a du mal, mais ça c'est pas que nous, les humoristes, les artistes, mais les gens, on a du mal à lâcher prise. Ça c'est le plus important. Et tu vois, par exemple, moi qui ai réalisé des films, qui ai dirigé des enfants, des adultes, des enfants parce que c'était des films familiaux, le conseil que je donne qui est le plus important, c'est d'essayer de lâcher prise. C'est le conseil que je donne. Mais comment on fait ? Oublie qu'il y a une caméra,
Oublie qu'il y a un mec autour de toi qui est en train de prendre des photos. Oublie qu'il y a un gars qui a un casque et qui est en train de regarder là il fait un petit sourire, mais bref, oublie tout et ne pense qu'à ce que tu es et à ce que tu dois dire et au rôle que tu dois interpréter. Mais c'est super intéressant. C'est très difficile. Parce que là, par exemple, typiquement, je m'imagine en studio, si tu commences à me dire oublie le gars avec le casque, tu peux pas l'oublier. Je vais y penser encore plus, non? Non, pas du tout. C'est un conseil de réalisateur. Mais comment on fait pour arriver à oublier quand ça prend de l'espace, les caméras, la lumière? Tu prends une inspiration et tu fais le vide en toi et tu penses au personnage que tu dois interpréter. Moi, si quand je suis sur scène, si je devais penser à tous les gens qui sont devant moi, aux gens qui ont galéré dans les embouteillages pour venir, à la meuf qui est en train de regarder sur sa montre en disant « Merde, ça va me coûter cher en babysitter », jamais je pourrais jouer. Mais je m'immerge et puis je pense à ce que je vais jouer, à ce que je vais donner à rêver aux gens. Et puis, c'est une forme de concentration. Et puis, c'est ça aussi le métier d'artiste, de comédien. C'est de faire oublier la technique. T'as dit un truc qui est super intéressant, même presque paradoxal pour beaucoup de gens. Quand on va voir justement Elise Moon sur scène ou dans un film, on va se dire ce gars, il a confiance en lui pour arriver à faire ça. Et t'as beaucoup de personnes, moi j'en rencontre, qui me disent je rêve de faire un one-man show, je rêve d'écrire un livre, mais j'ai pas assez confiance en moi, donc je le fais pas. Comment t'expliques que d'un côté, tu puisses faire ça et en même temps... C'est le paradoxe des acteurs et des artistes, c'est-à-dire il y a des gens, je citerai pas de nom, mais qui peuvent paraître extrêmement prétentieux. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'adoration de soi-même à la détestation de soi-même en 2 secondes. Paradoxalement, c'est-à-dire il y a des gens qui sont au top de leur succès. Tiens, je pense à Céline Dion par exemple. Céline Dion, je suis persuadé que c'est quelqu'un qui a confiance en son talent, mais qui n'a pas confiance en elle. Et ça peut paraître paradoxal parce que on peut imaginer que le succès nous suit, que tout ce qu'on touche, ça devient de l'or, que tout fonctionne. Et c'est vrai que vu de loin, tout marche. Mais c'est fou, les doutes qu'on peut avoir, les questions qu'on peut se poser, la fragilité dans laquelle on se met, le danger dans lequel on se met. C'est vrai que ça peut sembler paradoxal, mais quand on affronte des milliers de gens sur scène, c'est une épreuve, on a l'air à l'aise, mais souvent, moi, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là pourquoi ils n'ont pas rigolé à telle phrase? Tiens, ils ont rigolé à ça, donc ça me rassure. Et en même temps, il y a un blanc, j'espère que je ne vais pas avoir un trou de mémoire. Enfin, on se pose des milliards de questions. Et ça ne se voit pas. Et qu'est-ce qui fait que malgré ces doutes, ou est-ce que je vais être assez bon à la hauteur, est-ce que ça va marcher, c'est quoi ton moteur, toi, depuis le début, qui te pousse à continuer? Tu as une carrière de plusieurs dizaines d'années. Ouais, le plaisir de partager, en fait. Ça, c'est génial. Partager... Que tu ressens par les rires de la salle, par exemple? Ouais, partager ma vision du monde. C'est-à-dire... Quand je faisais des petites annonces avec Franck Dubosc que tu as reçu, moi j'ai une vision du monde qui est très noire, qui peut paraître pessimiste. Mais c'est une vraie vision que tu as où tu joues avec ça? Non, pourquoi pas? Non, je suis sincère. C'est-à-dire c'est vraiment la manière dont tu vas le voir le monde et donc du coup tu l'utilises en sketch. Je vois la réalité comme quelque chose de très blessant. Donc c'est pour ça que je suis artiste, je me suis mis dans une bulle et la réalité me fait peur. La solitude des gens me fait peur, la misère sexuelle, sentimentale, etc. Donc je partage cette vision du monde avec les gens et ça les fait marrer. Oui, parce que ça fait un écho avec des pensées qu'ils ont. Parce qu'il y a des gens, quand je faisais Kevina, tu vois, c'était un personnage d'adolescente qui était là, qui se posait plein de questions et tout. Et ben il y avait plein de Kevina qui venaient me voir sur scène. Les gens se reconnaissent dans ce que tu racontes. Et ça te fait quoi justement quand tu as quelqu'un qui résonne quelque part avec l'angle de vue que tu viens d'apporter? Je me dis que c'est bon, j'ai touché au but, quoi. Okay. Je me suis adressé aux bonnes personnes. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur toi pour arriver à comprendre, connaître l'homme que j'ai devant moi? Déjà, il n'y a pas de malice en moi. C'est-à-dire que si déjà tu m'as posé 2 questions où tu as pensé que j'étais en mode calculateur. Non, j'ai pas pensé, j'ai voulu savoir. Oui, tu m'as posé la question, mais tu t'es dit peut-être que c'est... Non, il n'y a pas de vice ou de... Je suis en général très sincère. J'ai pas trop de... Enfin, j'ai la parole, ma parole est libre, donc
Et dans ton histoire, peut-être, quels sont des moments qui ont marqué la personne que tu es devenue? Des disparitions, la disparition de ma mère, bon, j'en ai beaucoup parlé, j'en ai même fait un sketch là dans mon dernier spectacle, donc voilà, c'est des choses qui marquent quand t'es petit, quand t'as 11 ans. Et comment, donc t'as 11 ans, tu perds ta maman sur hépatite B, c'est ouais, ça? C'est ça. Bah, comment ça t'a marqué en fait du coup? Ah ouais, je l'ai tu chopé. vois, hein, comment ça m'a marqué, comme ça pourrait marquer, comme ça peut marquer n'importe quel enfant. Je veux dire que ma question plutôt c'est qu'est-ce que ça a changé, parce que ce que j'observe c'est qu'un même événement, comment ça t'a façonné, ça a changé quoi dans ton rapport à la vie, à la mort ou aux relations? L'idée que tout peut s'arrêter dans la seconde, ça c'est une obsession chez moi. Tous les projets à long terme, à chaque fois je me dis il va y avoir un truc qui va faire que ça va pas se faire. Wow. Mais en fait ça se fait. Prendre l'avion, avoir un projet de film, par exemple le dernier film que j'ai réalisé là, le Du Cobu passe au vert, quelques mois avant je me disais bon, il y a un truc qui va faire que ça va tomber à l'eau. Et à chaque fois c'est une obsession chez moi, c'est-à-dire que tout peut s'arrêter. Donc en fait, c'est pour ça que je pense, modeste, c'est qu'à chaque fois, je remets les compteurs à zéro. Parce que il y a un événement comme ça qui t'arrive dans ton enfance, c'est tellement violent, c'est tellement accidentel. Oui, surtout que pour préciser, ça arrivait très vite. Oui, en 2 ou 3 semaines. Tu te dis que quelque chose peut arriver en 2 secondes qui peut tout arrêter. Et ça, c'est une obsession chez moi. Et c'est ce qui fait que rien n'est... sécure, rien, voilà. Je suis jamais en totale sécurité. Mais tu peux pas d'un coup dire c'est bon là, je suis cool. Non, malheureusement c'est ça que ça a provoqué chez moi. Et toi, ton rapport à ta propre mort, c'est quelque chose que ça a influencé ou comment t'es par rapport à ça? Oui, une obsession du temps qui passe. Et dans cette obsession du temps qui passe, c'est ce côté laisser des créer rapidement. Laisser des traces, un peu comme tous les artistes. L'obsession de laisser des traces et puis de laisser des choses qui vont peut-être faire qu'on va être encore vivant même quand on sera mort. Être éternel d'une certaine manière. Ouais, mais c'est un truc que je pense pas que ce soit possible. T'as des artistes qui t'ont inspiré dans ce côté-là, dans cette capacité à exister fortement après leur mort? Mais il y a un mec qui existe encore, c'est Michael Jackson. Il existe encore après sa mort. Incroyable. C'est dingue. À chaque fois que j'entends une de ses chansons, c'est comme s'il revivait. Louis de Funès, qui est très inspirant pour quelqu'un comme moi, il est encore vivant, en quelque sorte. Qu'est-ce que tu as aimé chez lui? Je suis en train d'écrire mon livre et je vais avoir un passage sur lui. Ah ouais. Un grand sens du rythme. Mais t'écris un livre sur quoi? Sur comment te créer une vie qui t'inspire toi. Et je trouve ça fascinant, le fait qu'il enchaîne les petits boulots. Il n'arrive pas à découvrir son talent. À l'école, il fait rire tout le monde et donc c'est un problème. Je me souviens plus le nombre de petits métiers qu'il fait où il n'arrive pas à rester, il se fait virer, je crois qu'il y a un incendie, enfin c'est le bordel, jusqu'à ce d'un coup il rentre dans le métier d'acteur, comédien, et là ce qui a toujours été un problème devient une vertu. Et j'adore ce switch. Ouais, c'est marrant. Non, il est très inspirant. Et puis je partage avec lui cet amour des plantes. Je suis fou de ça, du jardinage, etc. Et je l'ai entendu parler de ces plantes et je comprends parfaitement ce qu'il ressent. Et j'aime aussi chez lui son inventivité, sa fantaisie, son lâcher-prise contrôlé. C'est un lâcher-prise, mais c'est très précis comme lâcher-prise. C'est-à-dire que chaque effet est calculé et il y a chez lui un instinct de ce qui est drôle, qui est quasiment qui se rapproche du génie, quoi. C'est hyper précis. Voilà, c'est très précis. En fait, c'est marrant, mais l'humour, c'est très technique. C'est chirurgical. Oui, c'est un rythme, c'est une musique. C'est un rythme, c'est une musique. On peut traduire le travail de certains acteurs musicalement. Et c'est fou d'ailleurs, parce que la même blague avec le mauvais silence ou le mot... C'est dingue. C'est dingue. Ça joue à... Mais c'est fou. Je crois que j'ai déjà cité cet exemple, mais j'avais un personnage, une sorte de beauf, qui rentre dans un... Enfin, il y en a beaucoup chez moi, mais
il rentre dans un café, il fait ça, il serre les mains au mec, comme ça, il dit tiens, serre-moi une petite bière. Non, mais les jeunes, ils pensent, en ce moment, ils pensent qu'il y a fumé leur boulette de shit, puis ça va pas. Et bon, voilà, ça définit le personnage. Et un jour, j'ai fait non, mais les jeunes, ils pensent qu'il y a fumé leur boulette de shit. Et puis, et là, j'ai eu un rire. Parce que tout d'un coup, le mec confond shit et pshit. Il comprend pas, donc il y a un décalage. Donc c'est juste un mot, C'est dingue. 2 consonnes qui ont changé la face de ce sketch, de ce personnage. Ça tient à rien, quoi. Rien du tout. Je vois que tu rentres super facilement là dans les personnages. Il y a des fois où tu as du mal à te reconnecter, à revenir dans le personnage, à retrouver son intonation. Dans L'Âge de glace, par exemple, la voix que tu fais, tu as des fois du mal à la retrouver tout de suite ou ça vient tout seul? L'âge de glace? Non, je peux le retrouver tout de suite, la voix de l'âge de glace. Non, c'est pas un problème. Je suis pas complètement schizophrène. Hein. C'est quand je fais un personnage, je reviens en moi-même en 2 secondes. Mais on faisait beaucoup ça dans les petites annonces avec Franck. On a une grande souplesse de ça. Et donc il n'y a pas des fois où tu as besoin de te revoir pour revoir comment c'était non, il y a des intonations. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Mappy, je suis Marie-Pierre Fontanas, Mappy pour ceux qui sont sur Mythique, la Goulue pour ceux qui sont sur adopteunmec.com, la Chaudière sur Le Bon Coin. Et en fait, ce personnage, c'est une femme qui a environ 70 ans, qui vomit sur son mari parce qu'il ne l'a jamais fait jouir. Elle n'a jamais eu d'orgasme avec lui. Tu croyais m'emmener au 7e ciel, on n'a jamais dépassé le rez-de-chaussée. Donc elle a un côté très violent, très... Elle a une rage en elle, monstrueuse, une colère en elle. Et donc ce personnage, il est facile à retrouver. Mais la plupart des personnages sont faciles à retrouver. Là, quand tu fais une micro-scène, qu'est-ce que tu vis à l'intérieur de toi? Quand dès que tu rentres dans un personnage? Non, mais là, j'ai rien fait, mais il y a un langage corporel. Bon, là, je peux pas le faire, mais il y a... Elle est très raide, elle est tendue, elle est colérique. Mais toi, tu ressens quoi? Est-ce que c'est comme si d'un coup tu t'évadais? Oui, je deviens elle. Enfin, là, je n'ai strictement rien fait, hein, mais, oui, mais c'est la voix qui a changé, mais c'est passionnant. En fait, là, je suis en train d'écrire mon nouveau spectacle. Je vais faire pas mal de stand-up pour parler un peu plus, parce que je leur parle jamais trop aux gens. Je fais souvent des personnages, mais je vais pas pouvoir m'empêcher de... Je vais faire des personnages, parce que c'est mon... Pour moi, quand je monte sur scène, en tant que spectateur, et que je vais voir un artiste, j'ai envie de rêver. J'ai envie de ne plus voir cet artiste, presque, et de pouvoir imaginer que c'est plus lui, et c'est quelqu'un d'autre. Le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est j'ai oublié que c'était Ellie. Complètement oublié que c'était toi, ouais. J'ai vu une femme, ou j'ai vu une petite nana, ou j'ai vu un handicapé moteur. Voilà, ça j'adore. Je trouve que pour moi, c'est une vraie performance. J'ai vu, ça m'a beaucoup touché, j'ai vu des extraits du documentaire que tu as fait sur ton papa. Ah oui. Des scènes qui sont fortes comme ça, où vous êtes en train de conduire, où il te parle. Comment tu as vécu cette phase? Parce qu'en plus, elle s'est écoulée sur plusieurs années. Ça a été quoi qui était le plus challengeant dans le fait qu'il ait Alzheimer et de perdre ton papa? Le plus challengeant? Le plus difficile. Du franglish, moi. Ah oui, d'accord. Le plus difficile, c'est... Je sais pas, t'as tes parents encore? Ouais. Bon, et ton père, il a quel âge? Quasiment 70 ans. Ok. J'espère pas pour toi, mais quand il va... Je pense que tu le considères comme quelqu'un de fort, d'intelligent. C'est un peu, quand t'étais petit, c'était Superman pour toi, non? J'ai eu une relation particulière avec mon père, mais en tout cas, il est important pour moi. Je le souhaite pas, mais si jamais un jour il perd ses moyens intellectuels et physiques et qu'il dit il va confondre un marteau avec un tournevis, là, tout d'un coup, tout va s'écrouler dans ta tête de petit enfant. Tu veux pas que ton père, qui représente l'autorité,
le savoir, deviennent tout d'un coup, deviennent ton enfant. Donc ça, c'est très dur. C'est dur et moi, ça a provoqué, dans ce documentaire, ça a provoqué une certaine colère chez moi. Parce que j'ai pas envie, comme j'étais dans le... Comme un déni de ce qui est en train de se passer, ouais. Voilà. Donc ça a provoqué une colère. J'avais envie de le secouer, de lui dire, mais putain, papa, mais retrouve la mémoire. Je t'ai dit il y a 2 jours que tu étais à la maison, que tu viens pas d'arriver. Ça fait 2 jours que tu es à la maison. Je viens de te le dire. Et je t'ai dit aussi de ne pas fermer ce volet. Parce que ça sert à rien de fermer ce volet, d'accord? Et tu viens de le refaire. Pourquoi? Et quand je lui disais ça, ma sœur qui était là, elle me disait, mais arrête de t'énerver avec ça, c'est pas de sa faute, il est malade. Donc c'est normal qu'il te répète 50 fois la même chose. J'ai vu que parfois voilà tu lui faisais presque des blagues, tu blaguais des fois du fait qu'il allait, t'étais en train de lui parler et qu'il allait oublier, et tu lui disais qu'il allait oublier ce que tu étais en train de dire. Bah oui. Ça, il avait de l'humour, hein, donc il le comprenait. Hein. Et toi, ça permettait aussi de lâcher prise, de pouvoir rire de ça avec lui? Ah oui, c'est à ça que sert l'humour. C'est dans les situations les pires, en fait, tu peux switcher et passer dans un autre monde, qui est le monde de la légèreté, de l'humour, de la dérision, de l'autodérision. C'est génial. C'est comme une soupape de sécurité, en fait. Parce que dans la vie, si tu prends tout au premier degré, tu te fous une balle dans la tête. C'est fou d'ailleurs, les commentaires sur Instagram, des fois liés à des trucs d'humour, les personnes qui prennent tout premier degré, c'est assez fascinant. C'est vraiment des idiots, en fait. C'est vraiment des abrutis, quoi. C'est bizarre. Si je fais mon sketch sur l'handicapé moteur sur scène, il y a peut-être des gens qui vont dire, mais tu te moques d'eux, c'est dégueulasse. Mais non, pas du tout. Enfin, comment expliquer? Enfin, c'est dur après d'expliquer à quelqu'un qui est premier degré que c'est de l'humour. Il peut pas le comprendre, en fait. C'est atroce, hein. On vit dans une époque où justement... Alors qu'on est les premiers à soi-même avec le temps à pouvoir rire de trucs qu'on a ratés il y a 2 ans. Mais c'est pas sûr que les gens qui se prennent au sérieux... Moi je trouve que le pire des défauts chez quelqu'un, c'est son manque d'humour. Moi, pour moi, c'est un critère de fuite absolue, quoi. Des gens qui n'arrivent pas à rire des situations ou d'eux-mêmes ou de ce qui se passe. T'as dit un truc que j'ai trouvé, parce que moi j'ai personne autour de moi qui a vécu Alzheimer, et tu dis il faut penser à soi, et je me suis dit que ça pouvait être utile aux personnes qui nous écoutent, qui peuvent être amenées à le vivre ou qui le vivent. C'est quoi le danger souvent dans des phases où on a quelqu'un de proche de se laisser glisser avec eux. Et puis si tu te laisses glisser avec eux, bah tu vas mourir avec eux, quoi. Et là j'ai l'impression qu'on a presque un paradoxe, c'est-à-dire que on pourrait penser il faut que je sois là pour l'autre, que je sois... Oui, mais si c'est trop... j'ai une cousine elle en fait trop avec sa mère, elle est trop avec elle. Je lui dis, lâche un peu prise. Lâche prise, pense à toi, sois un peu égoïste. Parce que sinon, ça va... C'est une maladie qui fait des dommages collatéraux. Est-ce que tu dirais, tu me dis si c'est quelque chose qui te parle en le reformulant comme ça, que c'est aussi rendre service à la personne, c'est aussi honorer la personne qui est malade, de pas non plus mourir avec elle? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis il faut, s'il y a des... Mais ça, je l'ai déjà dit aussi, mais parce que je me suis un peu baladé en France avec ce documentaire et je faisais des débats avec les gens. Ça avait l'air de les aider. Et il faut le donner à ces gens qui sont en fragilité, qui sont des proches, il faut leur donner de l'amour, de l'attention. Comme dans la vie, en fait, pas forcément uniquement aux gens malades, mais la chose qui fait le plus mal au cœur, le plus au monde, et qui peut provoquer des guerres, mais vraiment, c'est l'indifférence. Quand il y a eu les Gilets jaunes, par exemple, tout ce qu'ils demandaient, ils demandaient de l'argent, ils demandaient des meilleures conditions de travail, etc. Et de l'attention. Voilà, ils demandaient de l'attention. Et quand tu donnes de l'attention aux gens, je sais pas, t'as une galère avec quelqu'un dans la rue, ouais, espèce d'enculé, vas-y, comment t'as conduit, t'as amené ta voiture, machin. Tu fais un sourire, tu touches l'épaule de l'autre, tu casses un peu le... Et puis tout d'un coup... La dynamique. Tu casses la dynamique de baston,
de colère, d'agressivité. Et puis tout d'un coup, les choses se résolvent souvent. C'est incroyable parce que une fois, j'avais fait l'expérience avec quelqu'un qui était entre guillemets un hater sur Internet. Au lieu de m'énerver contre lui, de lui écrire en lui disant qu'est-ce qui fait que tu penses ça, qu'est-ce que tu vis, ça m'intéresse. Et d'un coup, la personne, ça change tout. Elle est complètement sortie. Non, mais en fait, je suis désolé, je pensais pas que tu le voyais. Voilà, exactement. Non, mais il y a ça. Moi, je le fais souvent, ça. Elise Moon, fils de pute, tu vas crever, je nique ta mère, j'ai ton adresse, je vais te tuer, etc. Ouais, j'en ai plein des comme ça. Salut, merci d'avoir pris du temps pour m'écrire. Je vais avoir du mal à niquer ma mère parce qu'elle est morte quand j'avais 11 ans. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. Et tu peux être sûr que si tu discutes un peu avec ces mecs-là, au bout de 4 lignes, c'est genre salut Elise Moon, je viendrai te voir en spectacle, désolé. Ouais, c'est quelqu'un qui cherche de l'attention, qui cherche une relation. Ouais, c'est fou. Il y a un moment qui, moi, m'a beaucoup touché. Je donne le contexte de peut-être pourquoi ça m'a touché. Donc, j'ai pas de famille paternelle parce que mon père est abandonné. Et donc, j'ai ma famille maternelle. Je vivais à l'étranger, je vivais en Angleterre. Et ma mère m'a dit j'ai une intuition, il faut absolument que tu ailles voir ton grand-père maintenant, avant de partir aux États-Unis. Et donc, j'ai bien fait de l'écouter parce que je suis allé le voir et le lendemain, il décédait. Il était mort. Il décédait. Et donc, grâce à ma mère, j'ai pu passer un super moment d'amour avec mon grand-père. Et donc, du coup, en voyant ce que tu as vécu, si tu peux raconter cette scène qui est presque folle des infirmières qui t'appellent. Oui. J'étais en Belgique, à Liège, et ma sœur m'envoie une photo de mon père où vraiment il était dans un sale état, quoi, tout amaigri. Et elle me dit écoute, je suis passé le voir, et les infirmières me disent que papa te réclame. Il faut vraiment que tu viennes parce que elles ont l'habitude et elles ressentent que papa veut te voir avant de mourir. Alors, ok, je me dépêche, je prends ma voiture, je fonce, je prends un train, je fais, je sais plus, 5-6 heures de train. J'arrive à minuit à Lyon parce qu'il était à Lyon. Je vais le voir. Je le vois étendu sur son lit, respirant fort, les yeux au plafond. J'essaye de lui parler, de lui faire des caresses, de lui dire que je l'aime. Et puis à un moment, je vais fumer une clope de stress, quoi. Et je vais voir les infirmières et je leur dis mais je comprends pas. Il réagit pas du tout à ma présence. Comment vous pouvez savoir qu'il m'attend? Et elles m'ont dit vous inquiétez pas. Il vous attendait. Croyez-moi, il vous attendait. Et le lendemain, il était mort. C'est dingue. Ouais, c'est fou. Oui, il m'attendait. Donc je pense que ça... C'est réel. Je pense que c'est réel. Et que... Il va se passer des trucs au moment où on va mourir, je sais pas, où on va peut-être développer un sens... on va peut-être entendre ou sentir les gens qui viennent nous voir et qui nous disent qu'ils nous aiment et on va les attendre. On va leur dire je t'aime et puis on va les attendre pour partir définitivement. J'en sais rien. Ouais, c'est bizarre. Hein. Il y a 3 jours, j'organisais un événement et à un moment donné, j'ai invité les personnes à faire quelque chose qu'ils avaient vraiment envie de faire au fond d'eux, dont ils avaient peur, mais qu'ils avaient envie de faire. C'était quoi ? Ils choisissent les gens. Hein. Ah ouais. Et donc j'ai un participant qui vient me voir, une 50aine d'années, et il me dit en fait, ce que j'ai envie de faire depuis longtemps, c'est dire je t'aime à mon père et le remercier. Ah. Sauf qu'il a Alzheimer, il sait pas qui je suis. Ouais. Et donc du coup, il se disait à chaque fois mais ça n'a pas de sens, ça sert à rien. Et donc là, il m'explique qu'il appelle son père. Son père le met en haut-parleur et il confond, son père le confond à son frère. Ok. Au frère du... Il le prend pour le frère. Il le prend pour son frère à lui. Oui. Et en fait, il lui a dit papa, merci pour tout ce que tu m'as apporté, y compris les trucs vraiment durs, comment ça m'a renforcé. Je t'aime papa. Et il avait les larmes aux yeux là quand cet homme me racontait ça, parce qu'en fait son père, d'un coup, comme si, je sais pas, comme s'il y avait un temps qui s'est arrêté, lui a répondu moi aussi je t'aime, merci, tu m'inspires. Et en fait, on sait pas au final qu'est-ce que le père vraiment vivait, mais ce qui est fou, c'est la guérison que ça a apporté au fils. Et sa mère, beau, hein. qu'entendait, vu que c'était un haut-parleur,
avait plus de voix non plus. Ouais. Et donc ça a créé tout un truc, c'était il y a Non, mais 3 jours. c'est génial parce que ça te donne des frissons et moi aussi. Mais parce que c'est ce que je suis en train de dire, c'est que, enfin je l'ai pas dit mais je le dis, il faut dire aux gens qu'on aime qu'on les aime. Et même si vous pensez qu'ils vous entendent pas ou qu'ils ne comprennent pas, ils l'entendent quand même. Leur cœur Résonne. l'entend. Ça résonne chez eux. Et c'est ça en fait qui est arrivé à la fin de la vie de mon père. Je pense qu'il a entendu mes je t'aime et que ça l'a apaisé quelque part. C'est vraiment étonnant, hein, c'est fou. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Je sais pas. Mais il faut le dire. Toute cette phase, tous ces moments de vie, comment ça t'a changé, toi? Qu'est-ce que ça t'a Ça m'a apporté? pas rassuré sur le sur le fait que la vie est courte et que tout va vite, quoi. Pas du tout. Ça m'a renforcé dans l'idée que les l'accélérer. choses s'arrêtaient vite et que ça pouvait s'arrêter tout de suite. Ça a changé. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a donné que t'avais pas peut-être autant? Si je me compare avec le Eli qui avait 25 ou 30 ans, je pense que j'ai compris beaucoup plus de choses maintenant et que être un jeune insouciant, un jeune con en quelque sorte, c'est pas mal parce que ça correspond bien à ton âge. C'est l'âge où tu peux faire des conneries sans réfléchir et parfois il faut pas réfléchir. Parfois faut prendre tes skis et descendre la piste noire sans savoir que c'est une piste noire, sans savoir qu'il y a des bosses, que tu peux t'éclater la gueule. C'est pas grave, ça fait partie de... Cette phase de vie. Ouais, c'est une phase de vie. Et là je suis encore capable de prendre une piste noire, mais je sais que je vais me casser la gueule un peu plus que quand j'étais plus jeune. C'est la seule chose qui change. C'est que je sais qu'il y a des risques, mais je le sais un peu plus qu'avant, mais je vais le faire quand même. Intéressant. Ta maman, elle t'a donné, de ce que tu disais, l'amour des livres. Moi, j'adore les livres et donc je voulais comprendre qui est-ce que t'aimes dans les livres. Si t'adores les livres... c'est pour ça que j'en ai remis autour de moi. Ouais, je vois ça, mais c'est pas des bouquins très... Ouais, bof. Ouais. C'est tes goûts, hein. Moi, je les préfère. C'est le truc sur Steve Jobs, etc. Ah, toi, t'aimes bien les bouquins de... Comprendre l'histoire de quelqu'un. Ah, comprendre l'histoire de quelqu'un. Ah ouais, non, moi, pas du tout. C'est marrant. Non, moi, c'est plutôt... moi, c'est des romans. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire... Il y a un film, tu vois, je fais un lapsus, mais un bouquin qui s'appelle Le Grand Maulne de Fournier. Fournier, j'ai oublié son prénom. Bon, c'est pas grave. Apparemment, tu connais pas parce que tu peux pas m'aider, mais non, mais c'est pas... je vais pas te. Je te laisse dans ta solitude. Ouais, là. ouais, je suis qui m'a absolument choqué dans le bon sens, mais qui m'a mis dans un mood sentimental pour toute ma vie. Et après, j'ai beaucoup lu. J'ai lu les livres de Marcel Pagnol, tout Pagnol, tout Dostoïevski, la littérature russe, Tolstoï. Ça t'apporte quoi? Mais un moment où je n'existe plus dans la réalité. Plus que dans un film. Oh, mais 1000 fois plus que dans un film. Dans un film, tout est mâché, alors que dans un livre, c'est à toi de faire le travail. L'imaginaire. Et j'aimerais tellement... Bon, je sais que je prêche dans le vide total, hein, parce qu'on est tous accros à nos portables et qu'on a 3 minutes de concentration, et encore 3 minutes, c'est beaucoup. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont incapables de lire des bouquins à cause de ça, qui ne peuvent pas se concentrer, en fait. Mais... j'aimerais tellement leur dire que tout est dans les livres, la vie, toutes les questions que tu te poses, toutes les réponses sont dans les livres. Sur l'amour, sur la mort, sur tout. Tout a été écrit et tout normalement devrait être lu. Parce qu'il y a des livres qui peuvent changer ta vie.
La Bible, ça a changé la vie de millions de personnes. La Torah, le Coran, des histoires qu'on te raconte en fait. Donc imagine, moi il y a des romans qui m'ont bouleversé. Et tu penses que c'est lié au fait de pouvoir s'arrêter? C'est-à-dire que dans un film, ça s'arrête pas, c'est-à-dire que tu t'es embarqué à la vitesse du film. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que dans un livre, tu peux t'arrêter, réfléchir, partir dans Mais ton... au contraire, c'est génial. Parce qu'un livre... Mais dans ce sens-là, est-ce que tu penses que c'est lié à ça? La vertu du livre? Oui, il y a ça aussi. Un livre peut t'accompagner 15 jours. Il peut te suivre dans les chiottes, il peut te suivre dans le train, dans une voiture, dans ton lit. Parfois, tu le lis d'une traite et puis c'est un voyage extraordinaire. Un des derniers livres que j'ai lus, c'est Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. C'est un auteur russe. Et c'est l'histoire du diable qui arrive à Moscou au début du siècle et qui bouleverse la vie des moscovites et qui prédit la mort de certaines personnes. Il est accompagné et il fout un bordel monstrueux dans Moscou et il bouleverse la vie des gens. Et c'est un bouquin absolument incroyable. J'ai jamais lu autant de... ça déborde de fantaisie, d'imagination, de trouvailles. Et quand tu es dans ce bouquin, en fait, tu as l'impression de rentrer dans un monde. C'est complètement fou. Et quelles leçons, par exemple, t'as apprises qui t'ont marqué dans ta vie au travers d'un livre? Que ce soit tu parlais sentimental, relationnel, professionnel. Le grand mot, oui, sentimentalement, ça m'a mis dans un mood où je me suis dit, ah, c'est ça l'amour, c'est beau, c'est toujours des amours impossibles, c'est magnifique. Quand l'autre s'éloigne, vous l'aimez encore plus. Y a un mystère qui est lié à l'amour aussi. Après, j'ai lu le bouquin d'Albert Cohen aussi, Le livre de ma mère, et puis... Qu'on a retiré? Une envie de... Quand je lis, en fait, j'ai envie d'écrire. Par exemple, j'ai lu un bouquin de Milan Kundera, dont j'ai oublié le titre. En fait, je suis déstabilisé parce que je parle de... Toi, tu lis pas ce genre de roman. Donc justement, en fait, comme je sais que tu vois pas de quoi je parle, ça me déstabilise. En fait, okay. J'oublie le titre et le nom des auteurs. Parce que si c'est ce genre de bouquin qui t'inspire, en fait, sur la vie des autres, là, je vois De Vinci, je vois Steve Jobs, Darwin, et Darwin, etc. C'est pas du tout mon style de lecture. Mais peu importe, moi ce qui m'intéresse c'est de plonger dans ton monde et de voir... et dans les gens qui vont nous écouter, il y en a plein qui adorent ce type de livre aussi, comme toi. Ah ouais. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que t'en extrais, comment ça façonne ta vie. Tu vois, tout à l'heure, Il y a des bouquins qui peuvent te bouleverser à vie, en effet. Il y a je sais pas, les nouvelles de Guy de Maupassant m'ont complètement bouleversé dans le sens... où en fait il avait une vision de la société, de son époque, que j'aimerais avoir moi à travers mes sketchs. C'est quoi? C'est-à-dire que en fait il décrivait des gens qui étaient toujours de la petite bourgeoisie, les gens de la campagne, qui étaient souvent méprisants, qui étaient envieux, obséquieux, qui étaient uniquement intéressés par l'argent, qui faisaient des petites manigances. Et cette vision qu'il avait très sarcastique des gens de cette époque, je la partage parfois quand je vois la petitesse de certaines personnes. Et de lire ces nouvelles-là, c'est extraordinaire. Par exemple, il y a une nouvelle qui s'appelle Les Bijoux. C'est un homme ou une femme qui se promène dans un parc et qui retrouve une femme qu'il a connue à l'époque il y a 20 ans, qui était une sublime femme pour laquelle il avait un amour incommensurable. Et il trouve comme une vieille femme, tu vois, une femme qui a été usée par le temps. Et il est surpris, il lui dit alors, qu'est-ce que tu deviens à l'époque, je me rappelle, je t'avais prêté un collier pour aller à une soirée, et elle dit oui, en effet, maintenant je peux te le dire, c'est que ce collier, qui était un collier sublime en or, avec des diamants, etc.,
je te l'avais rendu, sauf qu'en fait, lors de cette soirée, je l'avais perdu, ce collier. Donc j'ai racheté le même et j'ai travaillé toute ma vie pour rembourser ce collier parce que... J'avais honte. Et l'autre, j'avais honte de l'avoir perdu et puis ça avait une valeur folle. Et l'autre qui est en face d'elle lui dit mais il était faux. Oh, putain. Donc elle a gâché sa vie pour ça. Et donc ce genre d'histoire, c'est ce que peut écrire Guy de Maupassant. Ça me fait penser à une citation qui est pas exactement ça, mais que j'adore parce que je trouve elle est profonde, qui est que il y a rien de pire. Je vais la paraphraser, je l'ai pas exactement. Il y a rien de pire que passer sa vie à essayer de monter une échelle pour se retrouver en haut du mur et réaliser qu'elle était contre le mauvais mur. Ah ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Et je trouve que c'est des fois on court dans une carrière professionnelle parce que ça impressionnera à l'extérieur dans notre tête. Et à la fin, on se retrouve à 60 ans, on se dit mais en fait, qu'est-ce que j'ai foutu de... Voilà. C'était pas ce que je voulais. Mais ça, je pense que c'est... Jamais je voudrais me faire ce bilan de vie. Me dire, merde, mais en fait, putain, je me suis trompé, merde. Ah là là, mais j'ai plus que 20 ans à vivre, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est atroce. Mais là, tu vois, pareil, à Bruxelles, il y avait un participant, chef d'entreprise, gros succès professionnel. Son rêve, c'est comédien, artiste, produire... Et justement, il m'a entendu dire cette phrase avec l'échelle et je voyais que ça le faisait cogiter, quoi. Il disait, j'ai d'un côté, je peux diriger des boîtes, être très bien payé. De l'autre côté, j'ai vraiment envie J'aurais voulu être un artiste. Ouais, mais c'est pas trop tard, truc. C'est ça. Ouais, ouais. Et en plus, je voyais, moi je peux rien lui dire, c'est à lui de choisir, mais en tout cas, je voyais qu'il était tiré. Et après, je lui dis, qui dit que tu peux pas utiliser tes compétences plus entrepreneuriales, de production, pour créer des choses plus côté artistique. C'est sûr que, en tout cas à mes yeux, l'argent c'est génial, mais ça a moins de saveur quand c'est pas, quand c'est pas autour de quelque chose qui t'inspire profondément. Ah bah oui, bien sûr. Surtout qu'aujourd'hui, c'est pas comme s'il avait besoin de manger, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il a sa maison, sa sécurité. Bah, il a qu'à tout laisser, mettre de côté et puis se lancer dans la carrière artistique, mais c'est la prison dorée. Moi je pense qu'on devient pas artiste comme ça. Hein. C'est pas parce que... parce que je pense que les artistes, si tu as l'habitude d'interviewer des artistes, tu sais très bien qu'on n'arrive jamais par hasard dans ce métier. On arrive parce qu'on est boiteux de quelque chose. Parce qu'on veut remplir un vide qui se remplira jamais d'ailleurs. Mais ça n'arrive pas juste parce qu'on a envie d'être riche et célèbre. Ah, c'est clair. C'est sûr. Donc peut-être que le gars, il veut faire artiste pour des mauvaises raisons. Peut-être qu'en fait... toute sa vie, il a été frustré, mais ça se trouve, il est très bien à sa place. C'est pas. Peut-être, c'est clair. Ça se trouve, il va essayer d'être artiste, il va essayer je sais pas comment il va faire d'ailleurs, et puis il va se rendre compte que finalement, il n'est pas fait pour ça. C'est marrant ce que tu dis, alors je pense que ça s'applique pas du tout à 100%, mais je trouve que dans beaucoup de cas, des fois les personnes me demandent, mais du coup justement, à force de rencontrer des personnalités, des artistes, des entrepreneurs, des musiciens, des sportifs, qu'est-ce que tu vois ? Et des fois, je dis, en fait, c'est viscéral, ils peuvent pas faire autre chose. Non. Et donc des fois, alors c'est pas ce que les gens veulent entendre, mais je dis des fois, si tu te poses trop la question si tu veux le faire, peut-être que c'est que tu veux pas le faire. Ah oui. Et je pense pas que ça s'applique à 100% des cas, mais je pense que dans beaucoup de cas, les gens ils me disent, ah putain, ça fait 10 ans que je fais un one man show, oui, mais et peut-être que tu le veux pas assez. Il y a ceux qui se racontent des histoires aussi. Et il y a ceux qui disent il faut que, mais ne dis pas il faut que, fais-le. Ah ouais, putain, il faut que je l'appelle. Bah oui, mais ça fait 1 semaine que tu dois l'appeler. Ah ouais, il faut que je l'écrive. Bah fais-le. Le temps passe vite. Donc il y a ceux qui se racontent des histoires et qui racontent des histoires aux autres en se faisant croire que ils veulent être artistes, qu'ils veulent écrire tel roman, qu'ils veulent écrire tel film. Mais au fond, il y a quelque chose en eux qui fait qu'ils le feront jamais. Parce qu'ils ont peut-être pas envie de réussir, parfois. Ouais, ou réussir dans ce truc-là, parce que moi j'ai remarqué que souvent quand on dit ou quand les gens disent il faut que, c'est que c'est beaucoup quelque chose qu'au fond, t'as pas vraiment totalement envie. Parce que quand t'as vraiment envie, soit tu le fais, soit tu dis j'en ai envie et tu sens quand que c'est vital, tu peux pas faire autrement, tu casses les murs pour ça, enfin, tu brises tout. Quand c'est vital, tu le fais, là, tu l'as fait cette chose. Il y a eu des phases dans ta carrière où justement tu vis des phases d'adversité, c'est vraiment pas facile, mais en fait
c'est comme s'il y avait une partie de toi qui dit ah, j'en peux plus, je vais arrêter, mais l'autre partie de toi qui est plus forte, qui peut pas arrêter. Et qui va continuer à faire un prochain spectacle, un prochain film, je sais pas. Oui. T'as eu c'est quoi dans ta carrière des moments qui ont été plus difficiles? Les plus difficiles, c'est en ce moment, c'est-à-dire c'est la période, et le plus excitant, c'est la période de création. Le plus dur parce que là, je suis en train d'écrire des sketchs et je sais pas du tout où je vais. Par exemple, j'ai trouvé cette idée de faire ma propre première partie dans mon spectacle. Donc tu viens, tu repars. Non, mais j'annonce la première partie, puis c'est moi en fait. Mais dans un personnage. Ok. Je le dis comme ça, c'est filmé, comme ça on ne piquera pas l'idée. Mais donc, est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que ce que j'ai écrit, est-ce que ce personnage il est crédible? C'est ça les phases les pires. Et après, il y a une petite phase où quand vous avez écrit, vous êtes satisfait de vous. Sauf que le lendemain, ça se passe pas bien, donc tout est par terre et le doute vous habite et c'est horrible. Donc là, c'est la période... parce qu'il y a plusieurs périodes. Il y a la période de la création, de l'écriture, qui est géniale, qui est hyper kiffante et qui fait peur. Après, il y a la période où vous concrétisez ce que vous avez écrit, donc c'est formidable, sauf que c'est très fluctuant, enfin... Un jour, ça peut être bien, le lendemain, ça peut être... tu peux tout remettre en question. Et puis après, il y a la phase où vous avez fini d'écrire et où les choses sont fixées, où ça fonctionne, où vous avez un petit instant de contentement de soi, et puis après, les choses s'arrêtent et vous remettez encore... donc c'est par exemple, le film vient de sortir, tout est dans les salles, il a un bon succès, ouais, et t'as une phase de quelques mois où... Voilà. Mais moi, j'ai plein d'amis, par exemple, Franck, entre autres, du Bosc. Lui, il a 2 ou 3 films d'avance. Moi, c'est pas mon cas. De projet, tu veux dire, dans sa tête? Ouais. Il va très vite, il travaille très vite. Danny Boone est comme ça aussi. Toi, t'es dans le présent. Ouais, un je suis projet dans à la le présent. fois. Ouais, j'ai du mal à... Comment c'est ton processus, justement, artistique, créatif? Il y a un livre qui s'appelle The War of Art, la guerre de l'art, ce qui est un jeu de mots par rapport à l'art de la guerre. Je sais pas, tu connais ce livre? Non. Non, mais moi je suis pas. Okay. Je vois que c'est le genre de livre que tu lis, mais c'est pas du tout ça. Moi. Les réponses que tu cherches, je les trouve dans les romans. Et donc dans ce livre, il parle de la résistance et la résistance interne qu'on ressent quand on crée. Ouais. C'est un livre sur l'art et c'est cette feuille blanche où tu as l'impression que tu vas pas y arriver, ou c'est ce que tu lis ce que tu as écrit, tu trouves ça nul, et il dit la résistance, il la personnifie presque, elle a tué plus de rêves, de projets, de livres qui n'ont pas été au bout, de films qui sont pas sortis. Comment tu gères intérieurement ce bruit mental de je sais pas bien, ça va pas marcher? C'est une super question. J'ai du mal à le gérer. Par exemple, je voudrais écrire un film justement sur ce sujet d'Alzheimer. Je voudrais, parce que j'ai fait beaucoup de films familiaux pour les enfants, et à un moment je me dis bon, j'ai un certain âge maintenant, peut-être que je pourrais arrêter de faire le gamin, quoi, et de faire rire les gamins et de parler de choses un peu plus profondes. J'ai du mal, et il y a cette fameuse résistance qui m'arrête et qui me dit parce que j'ai une super idée sur ce sujet-là, mais normalement rien ne s'oppose au fait que je l'écrive. Je comprends pas. En ce moment, j'ai du temps. Je crois avoir un petit talent d'écriture et de l'imagination, donc je pourrais trouver. Mais il y a cette résistance qui m'empêche d'aller au bout. Et c'est insupportable. Et il faudrait. Je sais pas. Je pense que c'est ce dont on parlait. Il y a quelque chose en moi qui veut que je n'y arrive pas. Ce serait quoi? Ce serait être enfin soi-même. Être enfin moi-même à 100%. Plus un personnage. Peut-être que ça me ferait peur. Peut-être que c'est ça qui me fait peur. Être dans des personnages, pour moi, c'est super facile. C'est une protection. Alors que parler de choses qui sont vraiment proches de moi, mais sans artifice, c'est ça qui est le plus dur. Et cette résistance, enfin, ce personnage m'arrête. Elle me dit non, continue à faire ces personnages plus drôles, plus du cobu décalés et tout ça, et ne fais pas. Qu'est-ce que tu aurais besoin de croire
pour que d'un coup ça devienne beaucoup plus facile? Bah, je sais pas quel pourrait être le déclic. Mais quelle C'est serait pas la du tout. croyance qu'ici on pouvait la mettre dans ta tête, d'un coup ça serait déjà plus facile, plus fluide? Si j'avais la réponse, j'ai pas la réponse. Spontanément là, comme ça, juste par curiosité. Si d'un coup tu pouvais compléter la phrase, si je croyais 3 petits points, ça serait plus facile. J'ai une super idée, mais vraiment une belle idée poétique et drôle. Mais juste pour comprendre, si t'étais toi-même, d'un coup dans ce rôle, Ouais. on n'a plus le personnage, on accède à qui tu es, c'est quoi le risque que tu prendrais? Je vais te dire, je ne sais pas, mais en fait, je dois le savoir, mais j'ai peur de le dire. Mais c'est comme Mais spontanément, sans être certain, c'est juste en laissant sortir ce qu'il y a. Tu dirais que c'est me quoi? retrouver nu, Et donc Voilà. c'est être en danger du coup. être en danger, exactement. C'est comme les gens qui acceptent d'être aimés, tu vois. Il y a peu de gens qui acceptent d'être aimés, ou qui acceptent de dire je t'aime à quelqu'un, et de recevoir de l'amour. Pourquoi ils ont peur de ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des stratégies pour éviter ça, des paravents, la drogue, l'alcool, le casino, j'en sais rien, des dépendances? Parce que c'est la peur de se retrouver nu et fragile. Donc ça doit être ça pour moi. Et donc ça veut dire que pense. quelque part, si tu avais plus de conviction, que tu pouvais exprimer plus qui tu es et être sécure, du coup ce serait plus facile d'écrire le livre, pense. d'écrire le film et de Ouais. le réaliser. Ouais, je pense. Et tu aurais besoin de quoi pour être plus sécurisé? D'avoir tout d'un coup confiance en moi. Parce que écrire des sketchs, faire des films pour les enfants, jouer d'une manière un peu à la De Funès, justement, ça je sais faire. Mais jouer en étant moi-même comme je suis en face de toi, Plus c'est dramatique? beaucoup plus dramatique ou plus sérieux ou plus c'est beaucoup plus dur pour moi, hein. Ouais, C'est ouais. beaucoup plus dur parce que j'ai pris des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, c'est de créer des personnages et de ne pas être moi-même. Mais je demande que ça. J'adorerais qu'un réalisateur qui me verrait par exemple en face à toi se dise tiens, ce mec-là il pourrait peut-être faire quelque chose d'un peu plus sérieux. C'est Ça ok de m'est faire arrivé, un hein. petit exercice d'imagination pour voir ce Oui. que ça donne. Imaginons, c'est pas toi, on va sur une autre planète et tu peux rencontrer quelqu'un, c'est pas toi, hein, et il a un autre prénom, on pourrait choisir son prénom. Et Patrick, il s'appelle Patrick, et pareil, il s'est construit en étant bon à construire des personnages, il s'épanouit là-dedans, il fait rire les gens, il a créé une belle carrière là-dedans. Et il a envie d'explorer ce côté plus sérieux, voir ce que ça donne, mais il a cette résistance. T'aimerais lui dire quoi pour que... À Patrick, À Patrick. j'aimerais lui dire qu'il a il a toutes les armes pour avancer sur ce chemin-là, qu'il a toutes les... C'est pas les armes... Les outils, les les forces. outils, voilà. Ouais. Les outils, les forces pour ça. Je dis armes parce que c'est une bataille en fait, c'est un lapsus révélateur. Ce serait une bataille pour lui, pour ce Patrick. Donc il a tous les outils pour y arriver, mais et qu'il lui suffit d'avoir confiance en lui, de prendre sa scie, son marteau, tous les outils, de les sortir de la boîte à outils, et il ferait une œuvre magnifique. Trop cool. Et donc si une troisième personne venait te le dire à toi, ça changerait quoi? Venez me le dire à moi. Ouais. Il y avait quelqu'un d'un troisième univers parallèle qui venait te le dire et il te disait ça ferait quoi? Je l'écouterais et je lui dirais qu'il a raison, mais que pour l'instant... Mais imaginons que je suis j'ai du mal. Patrick et que moi je te dis c'est vraiment cool, merci Ellie, ça me parle, je sens que j'ai les outils, Ouais. mais j'ai toujours un peu cette résistance. Tu dis quoi d'autre? Eh ben, bouge-toi le cul, fais-le, force-toi. C'est comme les gens qui ont du mal à écrire. Bah, ouvre ton ordinateur, écris que de la merde pendant 2 heures, et puis tu verras, il y a une phrase qui va apparaître. C'est Donc, ça. Le côté mettre Donc, en en mouvement, fait, faire un petit Il y a- truc. J'ai une forme de paresse intellectuelle, je l'avoue en toute sincérité, qui fait que je suis pas... j'aime travailler, hein, je suis pas paresseux, mais il y a cette résistance qui fait que j'ai du mal à avancer dans une histoire qui serait différente de ce que je donne. Je l'ai fait en faisant des albums de bossa nova, en écrivant un bouquin, un petit roman d'amour que j'ai fait qui s'appelle Compter jusqu'à toi,
mais je l'ai jamais fait au cinéma. J'aimerais le faire au cinéma. Et donc si je suis toujours Patrick et que je te dis non, ça me parle vraiment. T'es un motivateur, toi. Tu motives les gens, non? Non, je cherche pas à motiver. Ah ouais. Parce que motiver, ça marche pas. Ah ouais. Parce que motiver, ça présupposerait que ça vient de l'extérieur. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est plus d'explorer pour des choses de l'intérieur. Donc je suis Patrick et que j'ai besoin de me sentir plus sécurisé. Comment je peux me sentir plus sécurisé en démarrant ce projet? En trouvant une idée forte, concrètement et techniquement. Quand tu écris un film, par exemple, tu vois, j'ai vu le film d'Artus que j'ai adoré, un petit truc en plus. Son pitch, il est super simple. Deux gars qui sont en train de faire un casse et qui se retrouvent poursuivis par les flics et qui sont obligés de rentrer dans un bus où il y a des psychomoteurs, enfin des personnes avec un handicap. Des personnes avec un handicap. C'est fort, ça. C'est un peu en une ligne oui, en une ligne. Le truc qui c'est marche. simple, c'est compréhensible tout de suite. Et voilà, j'ai cette idée-là. Il faut juste que je la développe et que... Parce que c'est drôle, parce qu'effectivement, dans la même mécanique de il faut sur ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Là, je suis dans le il faut. Fascinant. Là, on parle bien que de ce qu'on connaît. Hein. Ouais, bien sûr. Là, mais en plus, si je t'ai parlé des gens qui disent il faut que, c'est parce que moi, je me mets dans ce cas précis, dans ce. Mais je pense qu'on le fait tous et c'est d'autant plus difficile, je trouve, quand tu démarres, t'es mauvais à plein d'endroits. Oui, et donc, du coup, entre guillemets, c'est le bénéfice. C'est-à-dire que. Oui, c'est ça. Et tu peux. Et toi, et quand tu commences à exceller dans quelque chose, c'est comme si ça te venait plus facilement parce que t'es entraîné, t'obtiens plus des retours, voilà, tout est plus fluide. En fait, il y a quelque chose qui te rassure là-dedans et qui fait que t'as plus trop envie de prendre des risques à côté, quoi. Ouais, moi, j'ai toujours rêvé, par exemple, de l'international. Et en fait, faire en anglais, c'est tellement plus dur. C'est pas fluide d'écrire, c'est pas fluide de parler, j'ai pas les idées, tout est plus compliqué et donc c'est plus facile à chaque fois de revenir dans l'endroit où je suis en confort, quoi. La zone de confort, la fameuse, qui doit pas être une zone pour les artistes. On doit jamais être dans une zone de confort. C'est atroce. Toujours. J'adore cette citation qui dit quand saute, le filet apparaîtra. Ouais. Exactement. Et souvent on veut être sûr, il y a le filet là? Non, ouais, mais en fait. Moi j'attends des nouvelles sur une première V1 de... Oui, bien sûr. Non mais oui. Dans ta carrière, pour arriver à vivre des petites anecdotes de ta carrière, tu peux nous raconter une ou deux anecdotes qui peuvent être drôles? Je me rappelle dans Les Trois Frères, tu as vu ce film, Les Inconnus? Incroyable. Une grande crise de fou rire avec Bernard Farcy qui faisait le patron, le big boss. On avait une scène à table, donc il y avait les inconnus. Et puis c'est la scène où je dis plutôt Braque, Vasarely. Et puis comme ils sont complètement drogués, ils se foutent de ma gueule. Braque, Vasarely. Oui, quel genre d'abstrait? Plutôt Braque, Vasarely. Plutôt Braque. Ah d'accord. Vasarely. Ah ouais. Tu sais que c'est pas seulement des peintres, hein, tes amis, c'est aussi des comiques, hein? Des comiques. Ah. Et on avait une scène où on devait ricaner tous. Et moi, j'ai ricané un peu plus que les autres. Et on a eu une crise de fou rire, mais on n'a jamais pu s'arrêter. C'était presque, c'était une souffrance, hein, presque, parce qu'on ne pouvait pas s'arrêter de rire. J'ai eu la même chose, une crise de fou rire aussi sur un téléfilm que je faisais avec Gérard Lanvin. Je pense que le réalisateur, il m'a jamais fait travailler après parce que justement, j'arrivais pas, quoi. C'est un manque de concentration totale. Beaucoup de crises de fou rire dans ma vie artistique. Ouais, beaucoup de crises de fou rire. Tu peux pas faire grand chose au final parce que plus tu résistes, plus c'est jouissif, c'est génial. C'est dingue. Et c'est un moment de partage de dingue avec les autres. Ouais, parfois pas du tout, parce qu'il y en a qui en face de toi peuvent se dire mais pourquoi il se marre ce con Mais ça te fait plus rire, non? Ça me fait encore plus rire, ouais. Et sinon les anecdotes, je sais pas, honnêtement... Et donc là, faut que tu me diriges vers un truc. Avec Gérard Lanvin, juste pour me projeter, donc vous êtes tous les deux en train de vous marrer? On se marre, et puis on n'arrive pas à finir la phrase...
Moi, je suis par terre de rire. Et puis je vois que en face, les réalisateurs, les techniciens, ça les fait pas rire du tout. Ça fait perdre du temps à tout le monde. On tourne un téléfilm, donc les téléfilms, faut que ça se tourne vite. Donc on remet ça au lendemain. Le lendemain, on recommence à se marrer. Et toi, t'arrives avec la pression de faut pas Voilà, que je rigole. faut pas que je rigole, donc je rigole. Le début de la phrase, ça Et redéclenche. Gérard aussi, donc c'est horrible. Donc on décide juste de faire la scène sans Gérard, c'est-à-dire qu'on le vire de la Ouais, scène. tu fais tout seul. Et je fais tout seul, ouais, devant une balle de tennis ou devant un figurant, je sais plus. Et là, Mais- ça va, t'arrives à. Et là, ça va, mais après j'ai honte je peux pas regarder le réalisateur droit dans les yeux. C'est horrible. Mais bon. Dans des choses peut-être aussi plus en mode t'as été surpris, il se passe un truc pas prévu ou alors ça deviendra presque dramatique, ça prend des proportions, des fois il se passe des choses comme ça. J'étais sur scène dans une grande salle qui s'appelle le Nikaya, c'est à Nice. Une horrible salle, trop grande. Enfin, moi, je suis déjà pas très grand, donc les gens qui étaient au fond, je devais être une marionnette pour eux. Et je fais mon spectacle et j'entends un brouhaha au fond. Donc je commence à foutre de leur gueule, leur dire ça va, je vous dérange pas, il y a peut-être un autre spectacle en même temps. Enfin, je sais plus ce que je dis, mais je dis des conneries. Je commence à clasher un peu les gens qui font du bruit. Et puis il y a un régisseur qui vient me voir, qui fait des grands signes en coulisses, qui fait non, arrête. En fait, c'est un mec qui venait d'avoir une crise cardiaque. Donc Dingue. il rallume la grande salle, les pompiers arrivent. Voilà, donc gros moment de malaise. Et après, pour reprendre le cours du spectacle, c'était difficile. C'est clair. Où j'étais à Marseille aussi, dans une grande salle qui s'appelle le Dôme. Et puis il y a un mec complètement bourré qui vient me voir, qui part du fond de la scène et qui arrive sur scène. Et il y avait des gardes du corps sur les côtés, des mecs de la sécu. Et eux, le gars bourré monte sur scène, il commence à me prendre dans ses bras, à me dire n'importe quoi. Moi, je réagis, je rigole avec lui, je me fous de sa gueule, les gens sont morts de rire. Et toi, intérieurement, t'es comment, tu t'amuses ou pas? Les gars de la sécu écroulés de rire, ils étaient là. Et finalement, je parviens à dire au gars de retourner à sa place. Et à la fin du spectacle, je dis au mec de la sécu, mais vous êtes tarés ou quoi, les mecs? Le gars aurait pu me sortir un couteau, aurait pu... Et les gars de la sécu me disent, bah non, nous on croyait que c'était prévu, hein. Donc on a laissé faire. Putain, dingue. Donc voilà. Ça t'arrive pas d'avoir des moments où c'est vraiment, j'en sais rien, par exemple Franck Dubosc qui me racontait, il est à l'hôpital en plein colioscopie et les médecins finalement ils lui font des blagues sur Patrick, etc. Bah oui, t'as eu des on scènes un n'attend peu pas comme ça? Patrick. Oui, mais on a tous eu des scènes comme ça. Tu sors d'un enterrement, les gens ils te cassent la tête, mais ils savent pas, les gens, en fait. Pour eux, en fait, ils ont la sensation que c'est les seuls à vous dire les mêmes conneries que on vous a dit 2 secondes avant. Vous êtes vous, c'est vous. Faites-nous des petites annonces. Vous avez pas une blague? Excusez-moi de vous déranger. Mais c'est des trucs qu'on vous dit tous les jours. On nous reconnaît tous les jours et parfois ça peut arriver dans des moments où t'as pas du tout envie qu'on te reconnaisse, en effet. Mais il y a pire dans la vie. T'en as une des moments où... Ah ouais, t'es fan d'anecdotes, toi. J'adore les anecdotes. Je suis très très mauvais en anecdotes, je te jure. Mais ça va, pour l'instant, tu t'en sors bien. Ouais, mais je fais des efforts. Et quand t'es au restaurant, tu vois les gens un peu murmurer, dire tiens, il y a Ellie. Souvent, je leur dis... parce que je vois qu'ils m'ont reconnu et donc je devance le truc et je leur dis moi aussi je vous ai reconnu. Alors ça les déstabilise parce que en fait c'est pas moi qui les ai reconnus, c'est eux qui m'ont reconnu, mais j'inverse les choses. Mais oui, je vois tout, bien sûr. J'étais il y a pas longtemps au McDo, puis je voyais bien, il y avait 3 jeunes qui parlaient de moi. En fait, ils s'envoyaient des textos en disant c'est Elise Moon. Donc il y en a un qui avait été sur Google pour envoyer la photo pour dire oui, c'est lui. Et puis je vois bien qu'ils me reconnaissent. Et donc je leur dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Et là ils me regardent et les choses s'inversent en disant quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je dis c'est parce que vous m'avez reconnu, c'est ça. Enfin, vous voulez me dire quelque chose?
Bah non, pas du tout, vous êtes qui vous? Et là, je me retrouve comme un con à passer pour un gros prétentieux, le mec qui pense qu'on l'a reconnu alors qu'on l'a pas reconnu, alors que je savais très bien. Enfin, je suis pas un idiot, mais oui, je le savais. Sauf ils ont inversé le truc, quoi. Ça m'était arrivé une fois dans le train, un jeune comme ça qui essayait de prendre en story discrètement. Bah ouais. C'était entre les deux sièges comme ça. Après, t'as envie de lui dire, viens, on l'a fait ensemble la story. T'inquiète pas, je t'ai vu. Hein. En général, on les voit. Et je crois que je l'avais vu parce que je crois que j'avais voulu faire une photo avec ma femme et que du coup, j'ai vu dans mon téléphone qu'il était comme ça en train de... Non, mais souvent, souvent c'est très sympa et souvent je leur dis, mais au lieu de prendre une photo comme ça à la dérobée, demande-moi et puis on l'a fait ensemble. Puis on l'a fait, il n'y a pas de problème. J'ai jamais refusé une seule photo et si ça m'est arrivé, c'est rarissime. Je t'ai entendu dire que tu étais complexé par rapport à ta voix. C'est toujours le cas? Ouais, j'ai une voix un peu bizarre, ouais. Complexé, non, j'en joue, donc il n'y a pas de problème. Ok, que t'avais du mal à te regarder par en interview ou... Ah, oui, cette interview, je la regarderai jamais, c'est sûr et certain. Mais oui, ma voix, elle est c'est bizarre, quoi, parce qu'en fait, on me reconnaît à ma voix. Hein, tu vas trop te critiquer, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui fait que tu peux pas te regarder? Tu aimes te voir, toi? Je sais pas si j'aime me voir, ça fait partie de mon rôle de regarder les montages. Non, mais me regarder en normal, là je suis en train de me voir sur les écrans là-bas là. Je pourrais pas, si j'avais ma tronche là en face de moi, je pourrais absolument je pourrais absolument pas parler. Mais je suis pas le seul, il y a plein de gens comme moi. Mais c'est quoi? En personnage oui, mais en normal j'ai du mal. Mais c'est plus le côté voix physique ou le fond? C'est quoi en fait qui est le plus Le physique? Est-ce que c'est plus tu te juges en te voyant à l'image? Est-ce que c'est plus ce que tu as dit? Moi par exemple, j'ai fait une interview il y a 2 jours, dans l'autre sens, je suis interviewé, et j'étais pas content de ce que j'ai dit par exemple. C'était peu finalement sur à quoi je ressemblais ou... Non, sur ce que je dis, j'ai pas un grand contrôle de ce que je dis, mais parfois je dis des grosses conneries, oui, et puis ça fait la une des trucs.fr là, tu sais, ils prennent juste une phrase et... Mais non, j'ai du mal avec moi-même, mais je pense que c'est le cas de plein de gens. Et c'est quelque chose qui s'améliore avec le temps ou pas du tout? Non, pas du tout, non. Et c'est pas quelque chose sur lequel tu as envie de pouvoir avancer? Je peux pas, j'ai cette tête et j'ai cette voix et je peux pas faire autrement. Mais tu sais, t'as des mecs qui sont... Moi, c'est spécial quand même. Hein. Parce que quand on a une voix comme ça, au départ, comment dirais-je, moi-même, de temps en temps, je m'exaspère avec cette voix. Tu comprends? Parce que c'est pas normal d'avoir une voix comme ça et d'avoir un physique comme ça, tu comprends? Donc c'est normal que ce soit exaspérant, et pour les autres et pour moi. Parce que moi, quand j'ai été voir le docteur Bénichou, j'ai un problème cardiaque. Ils sont passés par la gorge et ils m'ont niqué ma corde vocale. Tu comprends? Donc maintenant, je suis obligé de parler comme ça. Mais avant, j'avais pas cette voix-là. Et je suis obligé d'assumer, qu'est-ce que je te dise. Et c'est comment pour séduire avec cette voix-là? C'est impossible, c'est quasiment impossible. Dès que je suis au téléphone, on me prend pour une gonzesse. Alors tu penses, là j'étais au resto avec une petite, là, j'ai essayé de serrer, mais c'est pas possible. T'as pas trouvé des stratégies? Non, j'ai pas trouvé de stratégie, parce qu'avec une voix comme ça, c'est pas possible. Si tu lui dis, on monte prendre un verre, la meuf, en général, elle ricane. T'as pas essayé le mode mystérieux à pas parler, du coup? Non, parce que... Ok, je parle pas pendant 1 heure. Mais après, quand je lui dis, tu veux prendre un verre? C'est compliqué, hein. Et qu'est-ce que t'en penses de femme qui rit, femme à moitié moi, j'en ai pas eu beaucoup. Hein. J'ai eu beaucoup de rire, mais peu de femmes dans mon lit. C'est compliqué. Même la stratégie de les faire rire, ça fonctionne pas? Non, parce que si, je peux les faire marrer, mais ça s'arrête là. Tu vois? Voulez-vous prendre pour époux tu vois, c'est pas possible. À la mairie, c'est des rires. Mais si ça peut pas être pris au sérieux. Tu pourrais être... Je suis chef d'entreprise. Hein. J'ai 20 employés sous ma responsabilité. Sous ma responsabilité, je peux pas dire, Patrick, c'est pas bien ce que t'as fait, parce que Patrick, il ricane.
tu pourrais tester la stratégie de faire des trucs héroïques, tu vois, pompier, sauver des gens, ça séduit. Un métier où il faut fermer sa gueule. Voilà. Non, mais c'est Énorme. toujours compliqué de se voir. Et en même temps, c'est ça qui fait aussi tout ce que tu as réussi à créer, en jouant avec ta voix, ton physique. C'est ça qui est fascinant quelque part. Oui, Sur- peut-être. Franck, il disait que il se trouvait trop beau à un moment donné, ou enfin, Ah oui. pas pour humoriste, il voulait, Oui, c'est qu'il vrai. était- Il a souvent pensé ça, ouais. qu'il était Trop beau gosse. pas assez beau pour être un mannequin Oui, exact. et trop beau pour être Ouais. humoriste. C'était sa vision. Non, mais oui, mais il a joué avec ça. Il a joué avec ça puisqu'il avait un personnage de espèce de dragueur minable. Mais d'ailleurs, dans la vie, c'est pas un dragueur, hein, Franck. Non, c'est clair. Mais ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'il me disait que même l'humour, que c'était une forme de qu'il a fait ça parce que c'est ce qui plaisait au public et il a cette aspiration à aussi explorer le côté plus. Mais les vrais humoristes, c'est pas des gens très drôles, hein. Là, donc hier, j'ai vu le film d'Artus, là, un petit truc en plus, qui est vraiment formidable. Mais je vois bien, quand je le vois jouer, que en fait, il a pas forcément envie de faire rire, hein. Et donc, par exemple, si je suis au restaurant avec toi, Franck et Gad, je suis la 4e personne, qu'est-ce que j'observe? Bah, C'est quoi les le conversations? mec de base, il va se dire, ah tiens, on va se marrer avec ces trois-là. Mais la conversation, c'est des conversations d'observateurs. C'est-à-dire qu'on va... Commenter on va commenter tout ce qu'on a observé et tout ce qu'on observe. Mais du coup, ça, vous arrivez à vous marrer quand même, du coup. Oui, on se marre, bien sûr. On se marre de ça, mais notre grand plaisir, c'est l'observation. L'observation des autres. Comment il a dit ça, comment elle a fait ça, pourquoi elle a dit ça, ce que tous les gens disent. C'est génial. J'adore ça. Des fois, ça peut mettre mal à l'aise. J'ai vu des situations où tu commandes quelque chose, la personne, ça la déstabilise. Tu commandes sa voix, son accent, Ouais, bien sûr, sa ouais. manière, son petit geste. Que j'ai vu, bah, regarde, je sais pas, commenter. C'est un peu comme avec ton du coup, c'est-à-dire que la personne ne se rend même pas compte qu'elle sert l'assiette d'une manière non. unique. Et tu le vis comment quand tu vas commenter un truc et que la personne, tu vois qu'elle est en mode merde, comment je réponds à ça? Bah ouais, c'est pas très poli, ouais. C'est pas très poli, c'est vrai qu'on devrait garder certaines choses pour soi, mais Mais ça te fait trop rire. ça fait trop marrer, ouais. Un truc que j'ai observé chez les humoristes quand ils sont jeunes, c'est que. Alors, je pense pas le cas tout le temps, Ils mais. sont prétentieux. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ce côté d'être coincé dans le personnage du mec drôle. Ah oui, mais ça c'est normal quand tu débutes. Jamais à mes débuts j'aurais pu avoir une conversation comme ça. C'est impossible. J'aurais dit que des conneries, quoi. Parce que à l'époque, ces jeunes là qui débutent, ils ont besoin d'exister tellement ils ont besoin d'exister en tant que rigolo, que humoriste. Donc tu peux pas. D'ailleurs, je vois un mec que je connais à peine se prendre au sérieux comme moi je me prends au sérieux là en ce moment. Je me dis, mais c'est qui, t'es qui toi pour nous raconter? Tu crois que ça va nous intéresser, ta vie privée, ce qui t'est arrivé dans ta jeunesse? Non, ça m'intéresse pas parce que je te connais pas encore assez. Donc, dans ton monde, c'est dans une relation plus décontracte. On est plus dans du léger, du fun. Bah là, je peux me permettre de parler de ma vie parce que les gens me connaissent depuis 30 ou 35 ans. Donc, je peux oser parler de ce qui est arrivé dans ma vie quand j'étais petit, etc. Mais j'aurais jamais osé le faire à mes débuts. Parce que je me serais dit, ça intéresse personne. Mais peut-être que même là, ça intéresse personne non plus. Hein. Non, c'est sûr que non. Je sais rien. Hein. C'est quoi une des leçons que tu as apprises dans la douleur dans ta vie? Qu'il n'y a pas grand-chose de grave, au fond. Il y a 2 ou 3 trucs qui sont graves. La maladie, la mort. Le reste, c'est des conneries. Tu dois enlever tes chaussures quand tu rentres à la maison. Tu dois utiliser tel chiffon. T'as pas assez nettoyé ce truc-là. Tire la chasse. Ferme ton... J'en sais rien, des conneries de la vie quotidienne qu'on peut te dire, que ta meuf peut te dire. Qui sont... ou des gens... ou des gens qui se font la gueule pour des conneries et pour des trucs sans importance, que moi je considérais des trucs sans importance. Donc
En fait, ce que m'a appris les grandes douleurs que j'ai eues, les grandes séparations, les morts, etc., c'est il y a des priorités, quoi. Ça change la relation au truc du Ouais, quotidien, quoi. complètement. En plus, Et après, la priorité, comme je t'ai dit, les gens le savent, mais j'aime beaucoup les plantes, j'ai une passion pour ça, pour le jardinage, etc. Et ça peut être... c'est quoi que t'aimes? C'est ma priorité. Ça te fait quoi Mais quand tu t'occupes des plantes? Un bien fou et l'impression d'être Dieu le Père. C'est-à-dire, j'ai un jardin et je le modifie, je le crée. J'aime beaucoup ça. C'est drôle parce que j'imagine que quand tu es en train de t'occuper des plantes, ça inverse un peu cette mécanique de il faut courir, le temps. J'ai l'impression que d'un coup ça s'arrête. Le temps s'arrête. Et ça te le temps s'arrête et puis je suis dans le rythme de la plantation. Alors je reste très très impatient, mais j'ai une satisfaction une fois que j'ai fait mon coin de jardin, de plantes. J'ai une satisfaction incroyable, la même que j'ai quand j'ai fini d'écrire un sketch ou c'est une la chanson. construction d'une œuvre, c'est un peu dans ce sens-là. C'est la construction d'une œuvre, voilà. Le jardin, c'est une page blanche. Et là, je fais un jardin en ce moment en Corse. T'as une maison là-bas? Voilà. Et je ne pense qu'à ça. À quoi ça va ressembler? Voilà, à quoi ça va ressembler, à quoi ça ressemble déjà. Le coin des plantes qui n'ont pas besoin d'eau, des plantes grasses, les cactus, des choses comme ça. Et tu prends des inspirations dans des hôtels ou des choses que t'aimes bien? Exactement, ouais, j'adore ça. Donc c'est une vraie passion. C'est le processus un peu créatif. Toujours. On reste, quand on est artiste, on l'est à 100%, même dans sa vie quotidienne. Et je passe beaucoup de temps, je me suis offert un appareil photo et je fais de la macro, je fais des... Voilà, pour moi, ça c'est important. Pour certains, ça n'a aucun intérêt. Pour plein de gens, ça n'a aucun intérêt. Mais donc j'ai des priorités maintenant et je m'attache égoïstement à me faire plaisir, sans nuire aux autres évidemment. Mais en même temps, en se faisant plaisir, tu maximises les chances d'être de bonne humeur avec les autres. Exactement. Si on est bien avec soi-même, on est forcément bien avec les autres. Ma mère, elle adore les jardins, c'est pour ça que ça me parle. Et je vois comment ça la rend lumineuse quand elle va juste arroser ses plantes. Alors que moi, je mourrais à faire ce qu'elle fait. Ouais, je sais bien. Ouais. Et du coup, elle demande à ses amis d'arroser ses plantes. J'ai bien senti que ça te parlait pas du tout. Non, mais c'est pas un reproche, hein. Mais ça intéresse peu de gens. Ce qui me parle, c'est plus de te comprendre. Oui, je comprends. Et te comprendre, ça me permet de mieux comprendre potentiellement 70 autres personnes. Certainement. Qu'est-ce qui te nourrit de t'intéresser aux gens? Pourquoi tu t'intéresses aux gens comme ça? En fait, moi, j'ai souffert de ne pas arriver à comprendre les réactions des gens. Celle de mon père, pour commencer. Ah, d'accord. Et mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 2 ans, avec un prisme sur le monde très, très différent. Et donc, ce qui était à l'époque une frustration est devenu une forme de fascination à quel point on a des angles de vue. À essayer de comprendre les autres, tu répares quelque chose que apparemment tu n'avais pas saisi. Tu comprenais, pour toi, les réactions de tes parents étaient un mystère, et Exactement. Tu essayes de résoudre ce mystère à travers les autres, en posant des questions aux autres. Et plus que, pour moi, parce que je pense que j'ai bien avancé là-dessus, c'est aussi permettre, ce que j'adore faire, par exemple, à un mari et une femme qui sont en conflit. Ce qui est fascinant, c'est que quand on t'écoutes un, tu te dis ah putain il a raison. T'écoutes l'autre, tu te dis ah merde il a aussi raison. Et en fait j'adore, parce que je vais avoir compris les deux, permettre de créer un pont et de dire mais en fait, je sais pas, je vais prendre un exemple, une dame qui adore plus que spiritualité, religion, et qui comprend pas son mari en disant mais lui la spiritualité il s'en fout, c'est son business, etc. Et en fait en creusant avec elle, c'est quoi pour toi ta spiritualité? Elle va me dire c'est aimer les autres, c'est aimer la vie, c'est servir les autres. Et je dis à ton avis, ton mari, quand il embauche 30 personnes, à quoi il contribue? Il fait la même chose. Il fait la même chose, c'est sa manière à lui. Et d'un coup, le fait qu'elle voit plus le business, elle voit son mari comme quelqu'un qui fait sa passion. Empathique. Et il y a un lien qui se connecte. Ou ça va être dans l'autre sens, le mari vers sa femme. Et donc, comprendre les gens, ça permet souvent pour moi de créer un décodeur entre les humains, quoi. Et qu'ils arrivent mieux à... Parce que t'aimes pas les conflits.
À la base, non. Aujourd'hui, je dirais plus que ça me fascine l'exercice de comprendre comment on crée le décodage entre les gens. C'est quoi ce truc-là? C'est des cartes. C'est des questions. Tu peux en piocher 3 Ah ouais. et à répondre une à une. D'accord. Choisis bien. Alors, la décision la plus difficile que tu aies eu à prendre. Ah. Peut-être de répondre à cette question. Peut-être, mais je pouvais pas faire autrement. C'était me séparer de la femme que j'avais épousée. Donc le divorce, parce qu'il y avait un enfant entre les deux, Antoine. Donc ça, c'est chaud quand même. Quitter sa femme. Il avait quel âge? Il avait 7 ans. Ok. Donc ça, c'est compliqué. Voilà. Ça, c'était une période de merde. C'était horrible. C'était quoi la crainte vis-à-vis de lui? Bah, de le perturber totalement. En plus, à l'époque, j'étais avec quelqu'un que Antoine n'aimait pas. Donc, c'était assez violent. Et Il a Asperger, je me sentais ton fils, coupable. c'est ça? Ouais, mais léger. Hein. Donc on le verrait Mais pas il a la sur chance d'avoir trouvé sa voie et de faire de la peinture. C'est sublime ce qu'il fait. Donc, je suis très content. Hein. Je suis très rassuré. Mais à l'époque, je n'étais pas très rassuré. Qu'est-ce qu'on sait pas sur l'Asperger? Plein de choses. Moi, je sais pas pourquoi il est comme ça, pourquoi il est si différent. Je veux dire, qu'est-ce que par exemple Monsieur Madame Tout le Monde ne sait pas sur le... Parce qu'il y a une grosse case, l'autisme, c'est ténuant. Oui, non, mais Antoine, il est pas du tout autiste, hein, il est... Mais justement, Asperger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a pas toujours les codes dans les rapports sociaux, voilà, dans les rapports humains. Il va pas te sauter dessus, il va pas t'étrangler, hein. Oui. Mais il y a une forme d'impatience chez lui, il y a une forme de fragilité par rapport au rapport avec les autres. Il les comprend pas ou c'est que ça a pas de sens? Il les comprend, mais il est très... il peut être parfois très sur lui-même, donc c'est compliqué. Et puis, je te dis, il n'a pas les codes. Bah, il t'en parlerait mieux que moi. Ça me gêne un peu d'en parler à sa place, ouais. Mais il n'y a rien de dramatique. C'est juste que ça en fait un artiste et quelqu'un de différent. Et je crois que c'est le cas de beaucoup d'artistes. Il y a plein d'artistes qui sont Asperger. Mais je ne suis pas assez calé, en fait. Okay. Comme j'ai été longtemps dans le déni, j'avais envie qu'il soit plus normal, entre guillemets. J'ai complètement occulté les raisons pour lesquelles il était comme ça. Ok. Autre question. Alors, quel est le compliment le plus mémorable que tu aies reçu? C'est pas un compliment en particulier, mais c'est quand, en fait, on en a déjà parlé, quand je suis sur scène et que les gens oublient totalement, je disparais derrière le personnage. Ça, c'est un joli compliment. J'adorais quand je vous voyais avec Dieudonné, c'est souvent ce que je disais aux gens. Hein. C'est ce qui est fou, c'est il y a d'un coup t'arrives à imaginer une scène alors qu'il n'y a pas d'artifice. Alors qu'il n'y a rien. Et ça j'adorais, c'était incroyable. Bah voilà, ça pour moi c'est le plus beau compliment. Il n'y a rien sur scène, puis tout d'un coup il y a un mec à qui tu serres la main. C'est ouf. Il y a une assemblée devant toi. C'est-à-dire que si toi tu les vois, les gens les voient. Ouais. Si toi tu comprends ce que tu dis, les gens le comprennent. Si pour toi la situation est limpide, si le personnage est limpide, quand j'ai fait le mec qui parle comme ça, ouais, tu voyais un chef d'entreprise, peut-être. Un mec qui parle comme ça, parce que tu vois, il a un petit accent un petit peu. Bah, le mec, il peut être plombier, ou ben il vient de poser une alarme chez toi. Tu vois le mec, le chef d'entreprise, qui est emmerdé parce qu'il a une voix comme ça. Ça, c'est formidable. Quel est le plus grand risque que tu aies pris? Tous les jours, ou tous les soirs, quand tu es sur scène, c'est un gros risque. Hein. C'est horrible. Ah, ça fait peur. T'as déjà arrivé de dire est-ce que je la tente celle-ci, je suis pas sûr, et allez go, j'y vais. Mais moi, je suis pas très vanne. Ou cette histoire, ou cette anecdote. Oui, bien sûr, ouais. Mais moi, j'aime bien, de toute façon, prendre des risques. Mais parfois, je suis un peu fou. Hein, c'est-à-dire que j'ai des comportements à risque. Tu veux dire sur des sujets compliqués ou... Ouais, sur des sujets compliqués, même avec des gens qui peuvent ne pas comprendre mes conneries et qui peuvent prendre ça pour quelque chose de plus
de pervers ou de... Tu vois, je peux ne pas être compris et parfois je comprends pas ce qu'il y a qu'en face de moi. Enfin, je peux me comporter comme un vulgaire gamin et on peut ne pas le comprendre. J'ai l'impression que tu aimes bien ce côté un petit peu provocation. Complètement, ouais, j'adore ça. Casser les codes. Ah ouais, je déteste tout ce qui est... Déstabiliser un peu l'ordre. Je déteste tout ce qui est formaté. Je déteste ça. Ressembler à tout le monde, pour moi, quand j'étais ado, c'était le pire des défauts. Je détestais ça et je voulais à tout prix ne ressembler à personne et faire ce que personne n'avait fait. Et c'est fou le nombre de, comme tu disais, de codes dans une société qu'on fait alors qu'ils n'ont pas vraiment de sens ou qui en avaient à l'époque. Voilà, un truc qui me rend dingue. Je vais dans une boulangerie, il y a encore les panneaux, les plexiglas du Covid. J'ai envie de les prendre et de les casser en fait. Et souvent je dis aux gens, mais pourquoi vous avez encore ça ? C'était il y a 3 ans, ça sert à rien. C'est juste ça vous protège vous, mais quand vous nous donnez le pain, vous pouvez nous transmettre la maladie, ce genre de truc. Enfin, j'y pense parce que j'ai été ce matin. Et chez les gens, en fait, il y a... Et la réponse c'est non, je le laisse parce que c'est le patron qui veut... je le laisse, oui, on sait pas, oui. Ils savent plus pourquoi. Enfin, je sais pas, c'est ce genre de truc qui m'exaspère. Je sais pas si c'est similaire pour toi, mais ce qui est fascinant, c'est aussi la morale, ce qui est bien et ce qui est mal, à quel point c'est très très subjectif, c'est très culturel. Ouais. Dans un endroit, c'est gravissime, à un autre endroit, c'est ok. En fait, ce genre, que par exemple, pas, rire de la mort. En Occident, il faut surtout pas. Ouais. Dans d'autres endroits, on se marre. Exactement. Moi, ce que j'aime pas, en fait, ce qui me rend dingue, c'est la psychorigidité de certains. Par exemple, je sais pas, j'imagine qu'aux États-Unis, tu peux pas rire de tout. Par exemple, j'étais dans un café avec un copain et il y a un serveur noir qui nous sert. Et j'étais avec sa femme qui est américaine. Et le gars nous sert et tout fort, je fais « Oh, I don't like black people ». Et là, le serveur noir, il éclate de rire. On se marre tous ensemble, etc. Mais parce que j'ai joué comme si je n'avais pas vu qu'il était là, alors que je savais très bien qu'il était là et lui aussi il le savait. Donc on éclate de rire, on se marre avec le serveur, etc. Et l'américaine fait, tu vois, un truc comme ça, jamais tu peux dire ça aux États-Unis. Ouais, c'est très parce qu'à tous les coups, t'as un procès, t'as un mec qui... Alors que après, t'as l'air d'un con, tu dis mais non, c'était pour rire. C'est justement parce que vous êtes noir que j'ai dit ça. C'est une forme de provocation. Parce qu'un gars qui aime pas les noirs, il le dirait jamais à voix haute, blablabla. Après, t'es obligé de t'expliquer et t'as l'air encore plus d'un con, quoi. Moi, des fois, ça m'inquiète, entre guillemets, un peu la direction qu'on prend de bien-pensance, où du coup, on peut plus simplement donner une opinion ou challenger quelque chose. La simple fait de l'évoquer, c'est tout de suite un problème. C'est-à-dire que... Non, laisse tomber, c'est horrible. Quelques petites questions rapides. Un petit rituel. Si on inverse l'interview, quelle question tu me poserais ? Je t'ai déjà posé la question, mais je te dis pourquoi tu fais ça, en fait. Pourquoi tu t'intéresses aux autres ? Mais j'ai eu plus ou moins la réponse. Et qu'est-ce que tu penses de cette interview-là ? Est-ce qu'elle est différente des autres ou je suis un client comme un autre ? Non, il n'y a personne déjà qui est un client comme un autre, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses de cette interview ? Alors je vais plutôt, parce que la première question que je vais me poser en sortant, que je me suis pas encore posée, du coup c'est qu'est-ce que j'extrais de ça, qu'est-ce que je veux garder de ce moment. Oui, parce que là on a parlé longtemps, là, il est quelle heure ? Ah ouais. Moi, alors je te dis, c'est très spontané, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Déjà, j'aime ce truc qu'on a parlé, ce côté que c'est plus fort que toi de créer, d'avancer malgré les sujets de confiance. Ah ouais. Ça, je trouve que c'est important. J'arrive pas à savoir exactement ce que j'en retiens, mais il y a quelque chose qui m'intrigue dans à la fois ta sensibilité, en même temps comment tu te protèges, en même temps comment tu t'ouvres. Voilà, j'ai un point d'interrogation pour l'instant, ça m'intrigue. Je vais rester un mystère, mais c'est normal. Et pour moi, oui. De quoi je suis le plus fier ? Je suis le plus fier de m'être autorisé à croire que je pouvais changer ma vie. Très bien. Et de passer d'être persuadé de faire 40 ans toujours plus aux deux à oser aborder des filles, oser dire je t'aime à mon père. Ok. Et ça a changé ma vie. Très bien. Voilà. Des petites questions rapides donc. Qu'est-ce qui te rend bizarre ?
aux yeux des autres? Mon amour des plantes. Il y a des gens qui me trouvent bizarre parce que je vais dans les pépinières. Je suis là, Tu parles aux plantes? Non, pas du tout. Non, je suis pas. Je fais pas l'amour au Aux cactus. Non, non. Je te verrais bien, ça serait. Oui, bien sûr. Non, oui, mais c'est cette passion-là, en fait, qui fait que là, je vais dans pas longtemps, mais quand ce sera diffusé, j'en reviendrai, mais je vais jouer à La Réunion, faire mon spectacle. Mais je sais très bien que la première chose que je vais faire, c'est d'aller dans des pépinières, chercher des plantes, ramener des plantes. Des plantes locales. Voilà. C'est quoi un des mauvais conseils, tu trouves, qu'on donne trop souvent aux artistes? Un conseil qu'on donne aux artistes, et toi tu dis n'importe quoi ou pas d'accord, ou en tout cas pas totalement vrai. Je sais pas, les conseils qu'on donne aux artistes. Non, tu vois pas? Non, je vois pas. En tout cas, le bon conseil que je donnerais, c'est d'essayer d'être le plus sincère possible, d'être le plus soi-même possible. Parce que ça, personne ne peut te le voler. Personne ne peut être ce que tu es à ta place. T'as eu des personnes autour de toi qui, même si c'était avec une bonne intention, agents, producteurs, peu importe, qui t'ont dit il faut absolument que tu fasses ça et toi t'as pas écouté et ça s'est avéré quand même marcher, fructueux? Oui, quand j'ai fait mon premier album de chansons, on m'a dit ça va pas la tête, tu vas te changer, te mettre dans ce monde-là. Et puis finalement, l'album est magnifique, on a vendu 80 000 à l'époque, et voilà, j'avais eu raison. Trop stylé. Je m'étais écouté. Stylé, ce qui est un beau message. Bah ouais. Qu'est-ce que tu fais différemment de la plupart des gens? Une petite manie, une habitude Tu sais pas? Bah je les connais pas les gens, donc... Bah en tout cas, si toi tu t'observais... Je vais pisser dans mon compost. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense pas que... C'est pas tout le monde qui font ça. Déjà, il faut avoir un jardin, un compost, et savoir que pisser dans le compost, c'est très bon. C'est très bon pour la le plante. Compost. Je mettrais ça en intro. Qui a fortement influencé ta vie, positivement ou négativement? Je pense la rencontre avec Dieudonné. C'était la rencontre de ma vie, sûrement. Artistique, amicale. C'était vraiment le mec qu'il fallait que je rencontre à cet âge-là. Et on a été... Qu'est-ce qui t'est marré quand t'en parles? Parce qu'on se marrait tout le temps. Et c'était génial. On faisait les cons. On a vécu des aventures fantastiques, quoi. À écrire, à jouer. Après, il est super chiant, quoi. Mais moi aussi, je devais l'être. Hein. Mais voilà. On s'entendait bien malgré tout et c'est dommage. C'est différent de créer, du coup, j'imagine, tout seul versus de créer des duos? En général, je crée... j'essaye de créer à deux. Ok. J'ai les idées et puis j'essaye de demander à des potes de venir écrire avec moi. Des potes que je respecte. Voilà. Ouais, c'est plus Donc, déjà plus... J'aime bien le partage, de toute façon. Je suis vraiment obsédé par ça. C'est quoi un des meilleurs conseils qu'on t'ait donné? C'est pas un conseil, mais c'est une validation. C'est Jean-Pierre Bacry, que j'adorais et que j'aime encore, et qui venait nous voir avec Dieudo, et qui venait voir tous mes spectacles. Et c'est son rire, et pour moi c'était une grosse validation. Parce que c'est vraiment un mec qui était très 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 respectable. C'est fou ça, le pouvoir d'avoir une personne que t'inspires, qui quelque part dingue. valide ton travail, la confiance. Ça c'est un truc que j'ai beaucoup entendu. On a absolument besoin de ça. On a besoin d'être validé. Moi j'aimerais avoir un César, j'aimerais avoir le respect du métier du cinéma. Que je pense pas avoir, mais j'aimerais être aimé par les gens qui m'aiment pas. En fait, c'est ça qu'on cherche. Et donc c'est la prochaine création en espérant que cette fois elle plaise à ce public qui t'aime pas encore. Ouais. Ce public ou ces gens du métier. Chez Kev, c'était très fort aussi ce désir d'être aimé par l'écosystème artistique. Bah ouais, bien sûr. On a besoin d'être validé. On a besoin d'exister, c'est ce que je te disais en début d'interview. Le pire des sentiments que tu peux envoyer à quelqu'un,
C'est l'indifférence. Yes. Ça provoque... Enfin, c'est fou. Mais tu t'es senti indifférent Quand petit? t'es amoureux et que la personne que tu aimes est indifférente à toi, c'est un cauchemar absolu. Quand un peuple est indifférent à un autre peuple, quand un gouvernement est indifférent au peuple, justement aussi, c'est fou. Tu peux casser une ville pour ça. Si tu pouvais inviter n'importe qui au restaurant, vivant ou décédé, une ou plusieurs personnes, tu choisis qui là? Si tu peux faire ta petite table. Simone Signoret, Jean Gabin. Tu l'as rencontré, Jean Gabin, tu l'as rencontré? Jamais, non. Je sais que je suis vieux, mais pas à ce point-là. Je me rends pas compte de quelle génération, de quand est-ce qu'il est décédé. Il est mort dans les années 70, non? C'est ça? Je sais pas. Je sais pas. Non, j'étais trop petit. Ok. Mais il me fascine, ce mec. Sacrée personnalité. Ouais. Toute cette génération, Ventura, Gabin, Piccoli, tous ces artistes fascinants, De Funès, toute cette génération. La génération Rochefort, Belmondo, Delon. C'est fou comment il y a un côté, je sais pas si tu vas être d'accord, mais j'ai l'impression un côté masculin dans les personnages, cette figure un petit peu. Ah oui, ils étaient très l'homme fort. Eux, ils seraient certainement tombés pour des trucs, pour des MeToo. Non mais ces mecs-là, tu vois, ils avaient un rapport avec les femmes. Ouais, c'est une autre époque. Ouais, c'est complètement une autre époque. Complètement. Mais bon, ça, je juge pas, c'est une histoire d'époque. C'est quoi ton rêve là pour le reste de ta vie? Tu disais que t'es dans la course, c'est quoi le truc que tu veux vivre avant de mourir? J'aimerais bien avancer sur ce putain de film en même temps drôle et dramatique. Moi je veux bien t'aider là-dessus, à essayer de comprendre l'intérieur de ta psychologie, parce que j'adore ça. Et je serais tellement satisfait de pouvoir t'aider à ne serait-ce que faire un pas de plus. Ok, très bien. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Si tu pouvais graver un message sur un mot et que les gens reçoivent ça par courrier ou ils la voient sur un panneau, ça peut être n'importe quel message, signé ou non, qui peut les faire cogiter, qui peut les faire rire, peu importe, tu marques quoi. Ça peut être signé ou pas, ou ça peut même être signé Patrick, comme tu veux. Non, mais la première phrase qui me vient, mais c'est absolument pas, il n'y a aucune profondeur là-dedans, c'est on verra bien. Mais ça peut être profond. On verra bien. Dans quel sens? C'est dans le sens. C'est-à-dire avance sur ce chemin et on verra bien. Yes, et concentre-toi sur le prochain pas en fait. Ouais, exactement. Ça peut être utile pour. Concentre-toi sur le prochain pas. Tu l'as dit mieux que moi. Voilà. C'est drôle parce que là, je suis en train d'écrire un livre et je cherche des histoires un peu fortes. Et je suis tombé sur une histoire d'un mec qui essaye de traverser l'Atlantique en bateau. Le bateau coule. Enfin, l'histoire n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, le bateau coule, il saute dans le petit bateau de sauvetage qui fait 1 mètre carré. Il est au milieu de l'Atlantique. Il a aucun moyen de communication. Il a une fourchette. Il a pas d'eau. C'est une histoire vraie? C'est une histoire vraie. Ah ouais. Il a pas d'eau. Et c'est MacGyver, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il va construire une forme de petite voile pour récupérer l'eau de la pluie pour boire. Il s'écoule déjà 2 semaines, toujours pas de nouvelles. Il perd du poids, il peut pas bouger, il a mal partout. Il va apprendre à pêcher, je sais pas exactement comment il se démerde. Donc il arrive à manger. Au bout d'un moment, t'as une scène après 4 semaines. Ça fait 4 semaines qu'il survit, où il y a un requin qui tourne autour de lui, qui commence à mordre le matelas, enfin le truc. Là, il se dit que c'est fini. Il se débrouille avec la fourchette, j'arrive plus à me rappeler exactement ce qu'il fait pour essayer de recoudre en même temps que le bateau il coule. Au bout d'un moment, le requin va le laisser tranquille. Et donc pourquoi je te dis ça, c'est que ce qui est génial dans son histoire, c'est qu'il avait un papier et un stylo, un calepin et un stylo, et il a documenté ses pensées tous les jours. Et la phrase qui ressort le plus de 66 jours et il survit, c'est « concentre-toi sur le prochain pas ». Oui, c'est ça. C'est ce que je dis. Voilà. Et... voilà, je trouvais que c'était incroyable cette histoire parce que c'est une métaphore un peu allégorique de la vie. Incroyable. Trop bien. Merci Ellie en tout cas. Merci à toi. Et ça m'inspire de voir ce que tu as réussi à créer. Il dirait quoi le jeune Ellie de voir tout ce que tu as fait? Il y a encore du boulot, il dirait. Il dirait ça? T'en as rêvé de la carrière que tu as eue ou pas? Oui, j'en ai rêvé, bien sûr. Je veux pas faire le faux modeste, mais... oui, j'en ai rêvé, mais il y a encore du boulot.
Il y a encore des choses. Mais lui, parce que ça, c'est le tour d'aujourd'hui. Ah, Glisse. lui, il serait content. S'il voit les choses de loin comme ça, il dit ah bah tiens, ça. Tu pouvais ça a sélectionner marché. 3 photos de Il ta a perdu vie. ses cheveux, mais. Tu pouvais sélectionner 3 photos à lui montrer. Tu choisirais quoi comme moment de ta carrière un peu magique? Le succès sur scène, quand j'en ai, hein, et le film, et puis et un fils. Voilà, pas mal. Ça. Tu vas devenir papa, tu vas faire des films, Voilà, et tu vas c'est ça, cartonner sur scène. exactement. Ouais. Stylé. Merci Ellie. Merci à toi.